Donc ma première question, c'est après que la Tunisie a célébré ses 50 ans sur le code de statut personnel, j'aimerais votre avis sur les droits de femmes tunisiennes qu'elles ont obtenus. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Et avec tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous pensez dans tout ça? Quelle est l'évaluation que vous allez donner sur ça? Bon, cette question-là est quand même liée avec la deuxième question, mais je vais la poser quand même. Je vais juste faire un petit rappel. Pour certains pourcentages, par exemple, quand on en prend en Égypte, on voit les femmes n'ont obtenu que 2% des sièges lors des élections. Par exemple, Libye aussi, la loi adoptée par le Conseil national de transition ne prévoit aucun quota de représentation des femmes au sein des nouvelles instances élues. Au Maroc, par exemple, aussi, on voit qu'une loi adoptée en octobre 2011 a établi le quota de 15% de femmes et une seule femme qui était nommée dans le gouvernement de 30 ministres. Voilà. Donc, à travers ce qu'on a vécu et le printemps arabe, soi-disant, quand on parle et on essaie de l'inscrire dans l'histoire, quel est le printemps de ces femmes? Est-ce que depuis qu'il y a des révoltes, depuis que des gens appellent à faire tomber des régimes, des appareils, d'anciens appareils d'État, et ensuite quand on parle des revendications aux droits de femmes, on voit que malheureusement elles sont exclues de la vie publique et politique. Alors, moi de même, je me pose la question, quel est ce printemps arabe pour ces femmes? Merci. Vous vous rappelez, Madame Tamzali, d'ailleurs, lors des assises de 96, où il y a eu des résolutions sur le code de la famille, où il y a eu une rélecture, effectivement, où il y avait des Tunisiennes qui nous ont abreuvés avec leur expérience, où quand même, ils nous ont proposé un code de la famille assez quand même ouvert et applicable pour que la femme algérienne soit vraiment et ses droits. Et après, il y avait aussi, juste après en 2014, c'était le Congrès mondial des femmes, où vous étiez là, vous avez fait vraiment un succès fou pour les travaux d'atelier. C'était très intéressant vos interventions au niveau de ce congrès à Oran en 2014. Voilà, donc franchement, c'était très intéressant. Oui, j'y étais. Donc, on aurait aimé savoir les résolutions de ce congrès-là, parce que quand même, c'était très intéressant par rapport à la qualité des interventions qui ont eu lieu à travers toutes ces bonnes femmes qui sont venues du monde entier, dont justement beaucoup de Tunisiennes. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, effectivement, avec le Forum mondial social qui va avoir lieu bientôt le 24 mars, donc on voudrait savoir, parce qu'il y a eu une délégation très importante de l'Algérie qui va en partir. Donc on voudrait savoir, c'est-à-dire quelle est la contribution que fera l'Algérie, justement à travers les femmes, comme la Tunisie, comme elle a son expérience dans ce domaine-là, du moins le côté femme. Hein. Et pour rejoindre la dame qui vient de dire tout à l'heure que la femme algérienne, la société civile n'est pas aussi solide que celle de la Tunisie, parce que quand l'Algérie, parce qu'elle a de l'argent, il y a le pétrole, donc effectivement la femme elle est assistée. Donc, elle est là, bon, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, la bonne femme, parce que je la rejoins tout à fait. Tant effectivement qu'il y a de l'argent en Algérie, effectivement la femme ne va pas assez lutter. Parce que la lutte de la société civile algérienne n'est pas assez solide, dans la mesure effectivement, elle ne peut pas se dire, certes, il y a une bonne volonté des femmes qui est active, mais simplement, elle ne peut pas se dire imposer ces lois. Donc alors ce qu'il faut, c'est que pour la société civile algérienne, il faudrait qu'elle s'intéresse beaucoup à la formation continue. Il faudrait qu'il y ait une formation continue pour justement sensibiliser ces femmes-là, que ce soit, c'est-à-dire de l'association féminine ou d'autres associations, pour justement changer des mentalités. Je voudrais répondre donc à Monsieur le ministre. Effectivement, nous n'avons pas eu notre siècle des Lumières, mais il y a eu quand même quelques penseurs qui ont marqué dans le monde arabe et même dans l'histoire. Si on prend le 19e et le 20e siècle, on aurait pu avancer. Donc, mais il y a quelques penseurs
qui aurait pu nous faire vraiment arriver au siècle des Lumières, sauf que les résistances et les sociétés étaient très conservatrices et ont eu peur de la lumière, malheureusement. Alors, la place de l'université, c'est une très bonne question. La place de l'université, elle a été aussi bien positive que négative. C'est-à-dire qu'au sein de l'université, ce qui traverse la société traverse aussi l'université. Et donc, nous avons eu une mobilisation d'une grande partie, quand même, des universitaires à la révolution, au combat pour les libertés, pour la démocratie, mais il y a aussi beaucoup qui ont rejoint les rangs, les nationalistes arabes islamistes, et ils ont rejoint les rangs de la Troïka et principalement de Nahda. Donc ça n'a pas été quelque chose de facile parce que même la dynamique au sein de l'université a été traversée par ces mouvements-là. Pour la question du voile et de l'Arabie Saoudite et du Qatar, je ne vais pas être longue parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est clair qu'elle est la même. Et elle est la même pas seulement en Tunisie, elle est la même dans les pays européens, où le Qatar, par exemple, prend en charge les banlieues face aux problèmes qui se posent et on voit où on en est. Donc, le problème, il est clair, politique, c'est que cette région-là ne veut pas voir la démocratie avancer, ne veut pas voir... Et ce qui est grave, c'est qu'on sait et on a les preuves, rien que le débat qu'il y a eu après l'attentat du Bardo hier, où certains ont soulevé le problème du Qatar, et que les autorités disent ce n'est pas le moment aujourd'hui d'accuser, il faut, puisque le Qatar et l'Arabie Saoudite aujourd'hui reviennent sur leur position pour soutenir les régimes qui subissent le terrorisme et combattre le terrorisme. Ça aussi, c'est les contradictions et les paradoxes. Et il y a beaucoup à dire, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire ici, mais c'est un vrai problème. Concernant la manne pétrolière et l'embourgeoisement de la société algérienne, je vais laisser Wassila répondre sur ça. Sur le code du statut personnel et l'évaluation, je tiens à dire, et je crois que dans ma petite intervention et un peu dans les débats qu'on a eus, je crois que le travail qui a été fait grâce au code du statut personnel est indéniable. Et c'est ce qui a fait la prise de conscience. Maintenant, je tiens à dire et à rappeler que le code du statut personnel est loin d'être égalitaire. Le code du statut personnel a reconnu des droits aux femmes, a interdit la polygamie, a imposé le divorce, disons, légal par la loi, mais l'homme est toujours chef de famille jusqu'à aujourd'hui. La question de l'héritage est encore posée, malgré les petites réformes qui ont existé, et c'est des questions qui sont en débat. Donc, il y a eu un apport sur cette question-là, mais il y a aussi des manques. C'est pour ça qu'il y a un combat des femmes, et c'est pour ça qu'il y a eu des associations qui ont voulu prendre en charge les problèmes des femmes elles-mêmes et non pas attendre du pouvoir de décider pour les femmes, pour mieux les instrumentaliser. Et ce qu'on a appelé, nous, longtemps en Tunisie, même avec Bourguiba, le féminisme d'État. C'est-à-dire que Bourguiba a décidé, je n'ai pas répondu par rapport à Wassila et je vais faire le lien, a décidé de reconnaître des droits des femmes, mais en même temps, on ne peut pas nier qu'il les a instrumentalisées en sa faveur. Ça a été positif pour les femmes, mais en même temps positif pour lui aussi politiquement. Maintenant que Wassila ait joué un rôle, certainement, mais pas seulement. Je ne veux pas diminuer de son rôle, mais on ne peut pas, si Bourguiba était un conservateur, comme le sont une majorité d'hommes, même Wassila n'aurait pas pu le faire changer d'avis. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, je pense que son histoire personnelle et sa relation à sa mère a aussi beaucoup joué. Et par rapport à sa culture et sa formation, comme disait Wassila, sa référence au siècle des Lumières, il était vraiment imprégné de modernité et il y croyait. Et il voulait faire de la Tunisie un pays moderne. Maintenant, il n'est pas allé jusqu'au bout, ça, on paye le prix, malheureusement, encore aujourd'hui. Sur donc les femmes, le printemps arabe pour les femmes,
Écoutez, moi personnellement, si je prends le cas de la Tunisie, je préfère vivre ce que je suis en train de vivre et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour avancer sur des bases solides que d'avoir la chape de plomb et de ne pas savoir ce qui se trame dans nos sociétés et les dynamiques qui les travaillent. Donc, le printemps arabe, il est là pour les femmes. Il y a un prix à payer. Comme on le disait, on ne veut pas qu'on nous offre les choses, on veut y contribuer pour construire ensemble, on veut contribuer pour aller en partenariat avec les hommes vers la démocratie. Eh bien, c'est à nous aussi de prendre en charge. Les femmes payent le prix fort, il y a des défis, il y a beaucoup de menaces de régression. Et en Tunisie, je vais juste terminer sur ça, c'est que parallèlement à l'éclosion de cette société civile qui a beaucoup joué et qui a sauvé, entre guillemets, jusqu'où tout ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, il y a une société civile autre, à l'image de ce qui existait sous Ben Ali, c'est-à-dire des associations caritatives qui font de la propagande au parti islamiste et qui soulèvent les questions les plus étonnantes concernant les femmes et qui remettent en question et le code du statut personnel, et la ratification à la convention de la CEDAW, et la levée des réserves. Et elles font des pétitions, et elles appellent à la polygamie, les femmes elles-mêmes. Donc il y a des enjeux énormes, il y a des défis énormes. Mais il vaut mieux confronter les idées, il vaut mieux avancer ensemble, il vaut mieux sensibiliser nos sociétés. Et je termine et je conclue sur une chose, l'école, l'école, l'école et encore l'école pour les jeunes et une vraie école moderne pour les jeunes, parce que c'est ça qui va nous sauver. Et je pense que, sincèrement, quand je parle de la Tunisie seulement, et je pense que c'est vrai pour beaucoup, tous ceux qui se disent démocrates, tous ceux qui se disent modernes, et je parle des partis démocrates et modernes, ont eu aussi de la résistance pour reconnaître la place des femmes. Et même pour la parité. On s'est battu au sein de la haute instance auprès de nos amis démocrates pour qu'ils acceptent d'inscrire la parité. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire « mais les femmes, elles n'ont pas d'expérience politique ». Et nous, on était très contents de leur dire « mais les hommes, où est-ce qu'ils ont eu cette expérience politique sous la dictature? En plus, on est gouverné par les hommes les moins politiques. Ça fait 20 ans que Ben Ali nous gouverne. En quoi il est politique? Où il a eu cette expérience? Comment vous osez dire cela? Eh bien, ensemble, les hommes et les femmes vont apprendre ensemble à faire de la politique. Donc, la résistance, elle est aussi chez nos amis démocrates. Donc, tout ça, il a fallu se battre. Et on est arrivé à les convaincre et on est arrivé à inscrire, d'abord dans le code électoral, mais après dans la Constitution. C'est parce qu'il y a eu ce débat aussi entre nous et ça a créé une force. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Donc l'éducation, la prise de conscience et le débat démocratique, c'est ça qui peut nous sauver. Et je pense qu'il y a un printemps arabe malgré le prix fort que payent les femmes dans d'autres pays. Quand on voit la Syrie, quand on voit la Libye, quand on voit l'Égypte avec tout ce qu'ils ont fait, c'est l'horreur. Et vous voulez, l'exemple égyptien a été terrible pour l'Égypte, mais combien bénéfique pour la Tunisie. Parce que un des éléments qui a fait reculer aussi le parti islamiste, à part la force de la société civile et la prise de conscience qu'il ne pouvait pas changer les choses aussi vite sans tenir compte de la réalité, c'est aussi ce qui s'est passé en Égypte. Et donc, comment aider aujourd'hui nos amis égyptiens pour s'en sortir? J'ai terminé, voici. Là, il y a beaucoup de choses. Oui, parce qu'on a pris trop de rendez-vous. Je vais juste essayer de répondre à la question. Madame Arabi a parlé de la consommation, du consumisme, qui pour moi est la vraie religion en ce moment. Hein. C'est-à-dire la consommation, c'est le bon Dieu de tout le monde en ce moment. Et j'irai sur peut-être j'aurais aimé que ce soit toi qui finisses sur cette note tout à fait optimiste, parce que je suis plutôt optimiste. Mais on m'a posé aussi la question sur la réunion où nous étions le Soufi, et on m'a aussi posé une question intéressante. Est-ce que si on changeait les lois, on pourrait agir sur les consciences? Voilà. Et là, j'ai envie de faire un paquet de tout ça et de vous dire qu'au fond,
Et c'est peut-être répondre un peu à ma question, pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas beaucoup ici, quoi. Voilà, en gros, hein, c'est ça. C'est cette démarche assez perverse des forces réactionnaires, des forces conservatrices dans notre pays. Je vous donne un exemple. J'ai assisté à une réunion soufie et je suis allée avec beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir, parce que comme le soufi c'est un petit peu devenu le refuge de tout le monde qui attend de l'islam une réponse positive à tous nos problèmes. Or, vous m'avez demandé ce qu'est devenu les résolutions. La résolution, en réalité, on a réuni tout ce monde-là, c'est pour faire une belle résolution sur l'islam et la paix, l'islam étant une religion de paix, pour pouvoir la porter aux Nations Unies. Ça veut dire, autant dire, rien du tout. Voilà. Mais enfin, je pense que j'ai quand même, comme vous l'avez dit, j'ai réussi à poser quelques problèmes et j'espère que les femmes qui sont venues soufis sont sorties un peu plus, pas déterminées, mais avec les yeux un peu plus ouverts que dans cette réunion. Alors, vous avez parlé de la loi, et moi j'ai envie de terminer cette rencontre, puisqu'après tout on est aussi en Algérie, même si on a invité notre amie tunisienne, mais sur la certaine démarche perverse que j'arrive à voir depuis quelque temps à l'encontre des femmes et de la révision du Code de la famille. Parce que le Code de la famille, régulièrement, on nous annonce des réformes, comme vous savez. Et alors, ou évidemment c'est une démarche perverse, ou c'est la marque d'une impuissance politique grave. Je crois que c'est les deux en même temps, une déterminant l'autre d'ailleurs. Hein. Par exemple, la loi sur le tuteur. On nous a annoncé, et ça y est, on va supprimer le tuteur. Non, on ne l'a pas supprimé. On a demandé aux femmes de le choisir. Et là, si vous voulez, ça veut dire qu'on va, comment on appelle quand il y a une bombe qui va exploser, on va désamorcer une revendication de fond en faisant une réponse tiède. Hein? La loi sur la violence. On a fait une loi impeccable. Mais arrivé au dernier moment, on a eu la preuve, encore une fois, ou de l'impuissance ou de la perversité. C'est-à-dire que les femmes peuvent accorder le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si aujourd'hui on fait une loi sur la violence, c'est parce qu'on est persuadé que la violence intéresse le domaine public et ne participe pas des lois privées de la famille. Battre sa femme intéresse la société et n'intéresse pas la famille. Jusqu'à maintenant, c'était réglé contre les femmes, sur le dos des femmes, sur les blessures des femmes, par la famille, pour la paix sociale. Je prends toujours cette explication quand une femme allait se plaindre à sa mère qu'elle était battue au sang par son mari, elle lui disait « Surtout ne dis pas à ton père ». Et pourquoi? Parce que le père, qui sait très bien que la fille est battue, ou alors il ne l'aime pas, parce qu'on sait ces choses-là, eh bien, pour le père, s'il le sait officiellement, il est obligé de faire la guerre au gendre, et c'est le chaos, n'est-ce pas? Et donc, le désordre et la paix sociale a toujours été fait sur notre dos. Donc, vous avez des lois qui peuvent être de vraies opérations de désamorçage de revendications, n'est-ce pas? Et quand on sait aussi, par ailleurs, j'ajoute à tout ça, que les lois ne sont pas appliquées, que nous ne sommes pas un état de droit. Vous prenez, par exemple, la participation politique des femmes. Cette revendication, qui est une revendication vraie, forte, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la revendication politique des femmes? Ça veut dire la prise en compte de la question des femmes par les décideurs politiques. Ce n'est pas la femme en tant qu'espèce humaine, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas partie, nous ne sommes pas comme un petit chien ou un petit poule ou un petit... on va mettre la basse-cour et on va mettre autant de poules que de canards. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la question des femmes. Et quand vous voyez qu'on désamorce toutes les questions vraies dans ce pays par des stratégies comment on pourrait dire, d'enfumage, voilà,
on enfume toutes les questions. Je vous ai dit que j'ai assisté à cette réunion sur la démocratie. Mais la démocratie, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est devenu une source de business. Et ce n'est pas un chemin vers la démocratie. Pourquoi je suis allée à la réunion soufie? Je vais terminer là-dessus. Et je le dis parce que, à la suite de l'entretien que j'ai fait sur l'expression, quelqu'un a dit que je voulais vendre un féminisme halal. Pas du tout. C'est pas du tout. C'est-à-dire, et tu l'as dit très bien tout à l'heure, tu l'as esquissé tout à l'heure, ça fait plus d'un siècle que dans nos pays, et je mets de côté arabo-islamique parce que ça m'agace, dans nos pays, dans notre région, au Maghreb, dans les pays arabes et dans les pays maghrébins, ça fait plus d'un siècle que des hommes, beaucoup d'hommes et des femmes, ont réfléchi et sont devenus des savants. Des savants. C'est-à-dire qu'ils connaissent la question sur le bout des doigts, n'est-ce pas? Mais la pratique religieuse, comme nous la pratiquons, que ce soit au Maghreb ou dans les pays arabes, est faite de telle sorte, n'est-ce pas, que là, il ne s'agit pas d'un enfumage, il s'agit d'un emprisonnement de la pensée. C'est-à-dire que dès que vous avez des gens comme Mohamed Harkoun, connu pour être un croyant de l'islam, parce que je connaissais bien Mohamed, il croyait, c'était pas un athée, un libre penseur, c'était pas mais, oui, laïque sans doute, mais c'était un croyant. Quand vous pensez que Mohamed Harkoun a été chassé de ce pays, qu'il a été chassé, quand vous lisez sous la plume de Tariq Ramadan, par exemple, quand il critique un livre qui a été fait par nos amis égyptiens qui signe Mohamed Hussein, sur la vie du prophète, et qui est un monument de savoir, et que Tariq Ramadan écrit cette chose en disant qu'il a lu le livre, qu'il n'a absolument rien à reprocher au livre, mais que l'auteur n'avait pas la légitimité de l'écrire. Cela vous met le doigt sur le fondement même de l'emprisonnement dans lequel nous nous trouvons et dans lequel les islamistes et tunisiens veulent entraîner la Tunisie républicaine. Nous y sommes. Et nous n'arrivons pas à en sortir. Parce que nous n'avons pas eu cette coupure. Parce que la vraie coupure ici, c'est reconnaître aux femmes, pas seulement des droits, mais la dignité, les reconnaître comme des êtres libres et égaux. C'est pas seulement des droits, c'est pas leur donner de temps en temps un petit droit comme ça, et puis par ailleurs ne pas leur reconnaître leur dignité et de reconnaître que c'est des individus. Et le printemps des femmes, c'était le printemps tout court, a été porté par l'idée de la dignité, par l'idée de la liberté. Et que, cher ami ministre, l'université tunisienne, je dirais, tu vas peut-être pas avoir le même avis que moi, l'université tunisienne, elle a su accompagner ce mouvement. Les avocats ont su accompagner ce mouvement, mais le mouvement n'est parti ni de l'université, ni des élites universitaires. C'est la demande de dignité du peuple tunisien le plus pauvre et le moins instruit qui a déclenché la révolution. Et quand vous êtes dans un pays où à chaque fois qu'il y a un réveil de demande de dignité, on donne à manger, on gave ces gens, je ne parle même pas des élites, eh bien il n'arrive rien du tout. Voyez-vous. Et si je suis allée chez les soufis, c'est parce que je pense que notre grand problème, c'est, et surtout quand on n'a pas la force de couper le cordon ombilical, c'est que les hommes et les femmes qui se revendiquent comme musulmans, et ce n'est pas mon cas, moi je suis algérienne, le reste ça n'intéresse personne, mais vous avez aujourd'hui des citoyens qui veulent se revendiquer que comme musulmans, n'est-ce pas? Et bien c'est à cela à faire la révolution de l'islam. On a cru, et les Européens, et c'est là où les Européens nous ont pris dans leur piège, et qu'on a fait rentrer Nahdar très vite parce que c'est pour faire plaisir aux Européens, et qu'en Égypte, ils ont appelé les frères musulmans à la table de négociation pour faire plaisir aux Américains, n'est-ce pas?
On a cru que le processus démocratique allait démocratiser l'islam. C'est faux. Si l'islam ne se démocratise pas tout seul, eh ben, il ne peut pas participer au processus démocratique. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Merci. Et j'ai commencé par dire que nous avons choisi de militer dans la séparation du religieux et du politique. Mais en même temps, il faut savoir, je rejoins totalement ce qu'a dit Wassila, qu'en Tunisie, il y a beaucoup de spécialistes de l'islam qui font une relecture de l'islam pour la réforme de l'islam, y compris des femmes comme Latifa Al-Akhdar, comme Mohamed Shafi, comme Abdelmajid Shafi, comme Mohamed Talbi, etc. Et c'est ça, et pour nous, même si on est pour la séparation du religieux et du politique, c'est des analyses qui nous aident et importantes parce que nous vivons dans des sociétés musulmanes où le respect des gens qui se revendiquent de l'islam et qui sont musulmans doivent comprendre. Et c'est ça notre porte de sortie. Je voudrais vous dire combien j'étais heureuse d'être avec vous. Je vous remercie d'avoir été là et je remercie les organisateurs. À la prochaine. Merci d'être venu et on remercie donc tous les gens qui ont participé à cette cours de loi. Là, c'est la délégation, c'est les enfants de monsieur Ramzani.
Donc, je suis tunisienne, Khadija Cherif, et je suis de formation de sociologue et universitaire. Et je suis engagée dans le combat pour les droits humains et les droits des femmes depuis longtemps. Donc, et là, je suis secrétaire générale adjointe de la FIDH, chargée des droits des femmes. J'étais d'abord secrétaire générale avant, chargée de la région arabe, surtout toutes les questions de liberté. J'ai été vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et présidente de la TFD. J'ai fait partie de plusieurs associations, l'AFTUR, le CNLT. Donc c'est un combat long, depuis de longues années, je ne vais pas dire les années parce que ça nous vieillit, mais toujours fidèle aux principes et à ce combat pour réaliser la démocratie dans nos pays et surtout en Tunisie, le pays auquel j'appartiens. Mais je suis proche beaucoup de l'Algérie et du Maghreb, j'y crois. Et je suis vraiment très heureuse d'être à Bjeya, c'est la première fois. C'est aussi grâce à des amis et principalement Wassila Tamzali qui m'a fait inviter par votre association et par le comité. Et c'était une très belle expérience et un très bon échange. J'ai trouvé le public quand même très attentif et je trouve qu'il y a une prise de conscience quand même un peu partout, et je l'ai vu dans la salle aujourd'hui, que l'enjeu de la question femme est réel un peu partout. Parce qu'on parle par exemple par rapport à la Tunisie, de l'exception tunisienne. La Tunisie, effectivement, elle a une singularité par son histoire, par les engagements avant l'indépendance et surtout après, avec le code du statut personnel, avec l'éducation généralisée pour les filles et les garçons. Et pourtant, on voit que dès la Révolution, le problème qui s'est posé, c'est la question des femmes. Et au moment où disons, le Parti démocratique a gagné les élections, la question des femmes est restée un enjeu, et c'est un enjeu central. Car, il faut bien le dire, du statut des femmes dépend le projet de société, dépend aussi tout le projet démocratique et tout le projet politique. Et la centralité de la question, elle est là. Et j'ai trouvé que les Algériens, en tous les cas de Bjeya, et je pense les Algériens tout court, parce qu'il y a quand même un mouvement fort en Algérie. Nous aussi, on a suivi tout ce qui s'est passé pendant des années, même si aujourd'hui, nous ne trouvons pas, disons, le dynamisme qu'avait le mouvement des femmes il y a quelques années. Et peut-être pas en régression, mais disons en veilleuse. J'espère qu'il y aura une prise de conscience. Nous avons vécu en Tunisie un peu le contraire. C'est qu'aujourd'hui, quand il y a eu la Troïka et les islamistes au pouvoir et que la remise en cause a commencé et que la remise en cause du projet de société, des mœurs, d'un nouveau modèle, de l'implication de la religion dans tous les détails de la vie au quotidien, les femmes ont compris que ce n'était pas ça la religion et qu'il y avait des risques énormes et des droits à perdre et qu'il fallait au contraire se mobiliser et les sauvegarder. Et c'est ce qui s'est passé. Le mouvement des femmes et la mobilisation des femmes aux côtés des démocrates a été très forte et les femmes ont joué un rôle déterminant au cours de ces 4 années. Elles ont réécrit avec les forces démocratiques la Constitution. Elles ont protesté, elles se sont opposées au mot de complémentarité pour inscrire l'égalité dans la Constitution, pour inscrire la parité. Et donc il y a cet engagement fort de faire la différence entre les mœurs, le modèle de société, les acquis des femmes et la religion, qui est instrumentalisée par des partis politiques qui veulent en réalité appliquer la charia et dominer les femmes. Et tout l'enjeu est là. Écoutez, la femme algérienne, elle a aussi une grande histoire. Des moujahidines, oui, ça ne suffit pas. C'est vrai que les femmes algériennes se sont beaucoup mobilisées dans les années 90 aussi. Elles étaient dans les rues, et même avant, dans les années 84, pour le code de la famille. Mais après tout ça, c'est vrai qu'il y a une grande interrogation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les débats. Qu'est-ce qui explique? Bon, beaucoup disent qu'il y a eu comme une anesthésie due un petit peu à tous les problèmes qu'a vécu l'Algérie, mais en même temps due aussi à l'embourgeoisement, c'est le mot qui a été employé,
par la richesse de l'Algérie et ce serait dommage que la richesse, au lieu que ce soit un point positif pour aller de l'avant, soit un point négatif pour anesthésier les esprits et la conscience et des femmes et des hommes. Parce qu'aussi le combat, il doit être aussi un combat partagé. C'est moi qui vous remercie le comité. C'est la première fois et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Merci beaucoup.